Poursuivons donc avec ce deuxième débat et cette fois c'est Laetitia Cherbonnel, rédactrice en chef de France Bleu Armorique qui l'animera avec moi. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Nathalie. Avant de vous présenter nos invités, dressons tout d'abord avec Gilles Le Morvan le portrait de cette circonscription Rennes-Nord-Est. Une forme alambiquée pour cette deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine qui va du nord à l'est de la capitale bretonne en passant par quelques-uns de ses beaux quartiers, sa cité populaire de Maurepas, son campus de Beaulieu où sont ses vignées, territoire à la fois urbain, périurbain, rural, plus de 140 000 habitants. En 2017, porté par la vague macroniste, Laurence Maillard-Méhaignerie décroche ici le siège de députée qu'en 2022 elle conserve de justesse face à Tristan Lahaye, candidat de la NUPES. Deux adversaires qui vont de nouveau s'affronter, mais cette fois la gauche espère prendre sa revanche aux européennes. Raphaël Glucksmann est arrivé en tête, plus de 22%, 19% pour la majorité présidentielle. Le Rassemblement national est à 15%, Europe Écologie à 11%, LFI 10%, LR 8,4%. À gauche donc, des réserves de voix pour Laurence Maillard-Méhaignerie. La passe de 3 n'est pas gagnée. Voilà pour cette présentation. Avec nous ce soir, 4 candidats en lice dans la circonscription. Laurence Maillard-Méhaignerie, députée Renaissance sortante, vous vous présentez pour un 3e mandat. Bonsoir. Bonsoir. Tristan Lahaye, élu local depuis 2014, conseiller municipal à Rennes, vice-président de Rennes Métropole. Vous êtes encarté chez Génération, candidat pour le nouveau Front populaire. Et vous étiez déjà candidat face à Laurence Maillard-Méhaignerie en 2022. Bonsoir. Bonsoir. Bérénice Vanek, vous êtes candidate pour le Rassemblement national, actuellement en recherche d'emploi. Et face à vous, Christophe de Courcelles, candidat donc pour les Républicains, conseiller municipal de Cesson-Sévigné depuis 2014, vous êtes directeur commercial dans l'agroalimentaire. C'est votre première candidature aux législatives. Et je précise que 2 autres candidats se sont fait connaître, Florence de France pour Lutte ouvrière et Olivier Anne, candidat sans étiquette. Avant d'attaquer les grands thèmes de ce débat, une question politique que j'adresse à vous, Laurence Maillard-Méhaignerie. Vous aviez été élue en 2017 dans un fauteuil, 75% des voix au deuxième tour. Il y a 2 ans, vous l'aviez emporté de juste, on va dire, avec 2000 voix d'écart avec monsieur face à Tristan Lahaye. Aux européennes, la circonscription, la liste Renaissance s'est fait devancer largement par le Parti socialiste. Le 7 juillet, votre circonscription peut revenir à gauche. C'est son histoire d'ailleurs. C'était la circonscription d'Edmond Hervé ou de Nathalie Appéré. Je pense qu'il n'y a pas de destin électoral pour un territoire, tout simplement. Il n'y a pas un territoire qui est voué à tel vote ou à un autre. Chaque scrutin a ses spécificités. 2017, il y avait une vague effectivement très importante dont j'ai bénéficié, comme beaucoup d'autres candidats en 2017. 2022, c'était aussi un autre contexte de sortie de crise, de pandémie, de crise sanitaire, de contexte extrêmement anxiogène pour nos concitoyens, nos concitoyennes. Et là, c'est encore plus compliqué. Et là, on est dans un contexte spécifique où on a à peine été réélu, c'est-à-dire dire en 2022, et on reprend notre bâton de pèlerin et on repart en campagne avec beaucoup de... En tout cas, en ce qui me concerne, détermination. Et en aucun cas, je me dis que les choses sont faites par avance. D'autant qu'un scrutin aux européennes, le message envoyé par les électeurs n'est pas le même, bien entendu. Ça ne mobilise pas non plus les mêmes électeurs. Et voilà, donc on part en campagne. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir repartir sur le terrain l'écoute. Bérénice Vanek, si le RN a performé presque partout en Bretagne, dans cette circonscription, il est en dessous des 15%. Est-ce que Rennes est une place imprenable pour le Rassemblement national ? Rien n'est jamais joué, rien n'est jamais acté. Donc non, ce n'est pas une place imprenable. Je vais à la rencontre des électeurs de la seconde circonscription sur les marchés, en tractage, en boitage, également en porte-à-porte. Et quel accueil recevez-vous ? Un accueil soit mitigé, soit content de me rencontrer pour me dire ces personnes-là, c'est leur découragement face aux fins de mois, face aux factures qui arrivent, qu'ils ne peuvent pas payer. C'est pour ça qu'on en parlera certainement tout à l'heure en national. On va parler du pouvoir d'achat. Mais ça, ce n'est pas forcément traduit dans les urnes pour le Rassemblement national, dans cette circonscription aux européennes. Oui, mais effectivement, c'est un électorat qui est depuis longtemps à gauche, comme vous disiez. Mais encore une fois, rien n'est joué parce qu'on ne s'attendait pas à ce score aux européennes, nous, au Rassemblement national. Donc on s'attend... peut-être à ce que M. Bardella soit à Matignon, le temps est aux surprises. Alors on va passer tout de suite à la première partie de ce débat.
pour introduire ce premier thème, on commence tout de suite par une réaction d'une habitante du Blône à Rennes. C'était au mois de mars, après une fusillade dans son quartier. Plus d'1 heure de tir, une guerre de territoire dans le cadre du trafic de drogue. On l'écoute. On est un peu démunis, figurez-vous, de toute solution. On essaie beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui fonctionne. Donc même le procureur, tout le monde est démuni, tout le monde est dépassé, on ne sait plus quoi faire. Voilà, des habitants démunis. 1 an auparavant, c'était à Maurepas, dans votre circonscription. 2 morts, 1 blessé, encore un règlement de compte. Et la nuit dernière, un autre jeune homme blessé au couteau et par arme à feu dans le quartier du Blône. Laurence Maillard-Méhaignerie, Rennes n'est plus à l'écart du narcotrafic. Et que fait-on? Parce qu'on a vu des opérations XXL. Les policiers arrivent, nettoient, repartent et après? D'abord, j'aurais préféré que vous ayez un habitant ou une habitante de Maurepas, qui est dans la circonscription Le Blône, c'est le sud de Rennes. Mais est-ce que la situation n'est pas la même? La situation, évidemment, elle est aussi très préoccupante, liée au trafic de drogue, qui s'intensifie et dont les modes opératoires sont de plus en plus violents. Il y a eu 3 homicides liés au trafic de drogue. Alors, moi, j'ai envie de dire aussi, c'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps dès mon élection en 2017. Avec quel résultat? On entend démunis, tout le monde est démuni. La labellisation du quartier de Maurepas, qui avait été en sous-effectif de police, quartier de reconquête républicaine, avec une brigade dédiée de 15 policiers qui n'existaient pas avant, au commissariat des Lomprés. Alors, c'est vrai qu'il y a encore vraiment ces points de deal qui sont vraiment très difficiles à faire bouger. Et quand il y a des points de deal, il y a aussi des consommateurs et de la violence autour. Il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'argent. Et le chiffre d'affaires estimé entre 3 et 6 milliards d'euros pour le... Qui viennent de la banlieue parisienne et qui importent des méthodes qu'on n'avait jamais vues auparavant. Alors, quelle solution vous proposez? Solution? Donc, présence policière qui a manifestement apporté aussi la tranquillité publique, de la police de proximité qui était absente avant, et des effectifs dédiés aussi, des policiers sur place qui sont en mesure d'avoir des renseignements, de la collecte d'informations. Et je pense que ça, c'est déjà un pas. Maintenant, on a entièrement le problème de la drogue qui est un problème très rennais et aussi rural. Tristan Lahaye, pour vous, est-ce qu'il y a un rapport entre l'explosion de ce trafic et les résultats dans les urnes? Si vous permettez, d'abord, je voudrais, parce que je n'ai pas eu l'occasion de prendre la parole depuis le début de ce débat, mais vous remercier pour l'organisation de ce débat, puisque précisément, Radio France, comme France Télévisions, est aujourd'hui menacée de privatisation par un candidat au poste de Premier ministre, M. Bardella. Et je crois de... Merci de vous inquiéter pour notre avenir. Mais c'est notre avenir à toutes et à tous, parce que l'information, le service public de l'information est, je crois, consubstantiel de la démocratie. Sur les questions que vous posez, évidemment que le narcotrafic est un sujet préoccupant, qu'il génère une insécurité qui est, elle aussi, parfois vertigineuse. Qui se traduit dans les urnes? Qui se traduit dans les urnes, certes, mais aux dernières élections européennes, ce territoire a fait confiance à la gauche et donc fait confiance aussi à la diversité des propositions que nous formulons, qui ne peuvent être exclusivement des propositions répressives. Il faut de la fermeté, c'est sûr, mais il faut aussi regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et l'inflation de discours tout répressif ne se traduit pas nécessairement par des résultats qui sont très probants. Par exemple, la police de proximité, la proposition de Laurence Maillard-Méhaignerie, elle rejoint l'une des vôtres? Je ne crois pas que le parti du président de la République... Alors, je viens d'entendre Mme Laurence Maillard-Méhaignerie qui vient de parler de police de proximité. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir et qu'ils n'ont pas rétabli la police de proximité telle que nous la demandons et telle qu'elle existait il y a encore quinzaine d'années. Moi, je crois vraiment que ce sont ce type de solutions qui sont de nature à restaurer un lien de confiance et d'autorité entre... Donc vous êtes d'accord? Il s'agit d'une brigade spécialisée de terrain, une BST dédiée d'effectifs de 15 ETP depuis 2019 au commissariat des Lomprés. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas généralisé. C'est un élément très important et je crois que ça participe aussi à la tranquillité publique. Il y avait des batours qui étaient envahis de dealers, des dames avec des poussettes, des personnes âgées qui n'arrivaient même plus à descendre des cages d'escalier. Les parcs étaient privatisés par les groupes de dealers et je pense que ça, c'est un point très important qu'on ne peut pas négliger. La présence policière, la présence de bleu est incontestable, ça ne fait pas débat entre nous. Moi, je dis simplement qu'en dehors des seules solutions répressives, il faut qu'on puisse avoir une vision à 360 sur ces quartiers-là, qui intéresse la prévention, les moyens pour la justice, mais justement, les situations d'incarcération, toutes les questions qui, aujourd'hui,
permettent d'évaluer Sauf que- ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, je posais la question à Christophe de Courcelles. Le narcotrafic, on l'a entendu, ça se professionnalise. Maintenant, il faut des QR codes, c'est livré à domicile, c'est Uber Sheet. Enfin, comment on fait bien sûr, vos propositions. Quelles propositions ont les Républicains sur ce sujet? Bonsoir. Alors, nous avons travaillé un peu ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, le narcotrafic et le problème d'insécurité au sens large, c'est un vrai problème à Maurepas, notamment pour les personnes isolées, les personnes fragiles, les personnes en situation de handicap, Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour qui elles? ne peuvent pas sortir de chez elles à partir d'un certain horaire le soir. Ça, je trouve ça inacceptable. Oui, mais C'est qu'est-ce que vous proposez l'État concrètement? qui n'est plus présent. Mais alors, on peut mettre tous les policiers que vous voulez. Hein. Mais moi, quand je parle aux policiers, voilà, ils m'expliquent. J'étais dans le métro encore tout à l'heure. Les policiers, quand ils arrêtent un trafiquant de drogue, de toute façon, ils savent très bien que le lendemain, il sera relâché. Il ne lui arrive rien. Les trafiquants de drogue, ils rient devant les policiers. Ils rigolent. Donc, comment voulez-vous que l'État soit respecté? Ça veut dire que la justice ne fait pas son travail, c'est ce que vous dites? Non, c'est pas la justice qui fait pas son Alors, qui travail. ne fait pas son travail? C'est la loi qui n'est pas bien faite. Donc il y a un moment la loi donné, est appliquée faut par des prévoir juges. des sanctions immédiates, sanctions applicables immédiatement face aux trafiquants de drogue. Comment voulez-vous faire autrement? Donc c'est Voilà un ce que je avis que propose. vous partagez, Béatrice? Ensuite, faire de la prévention. Parce que si les gens se droguent, c'est aussi parce qu'il y a de l'anxiété. C'est aussi parce qu'il y a de l'angoisse. C'est possible parce qu'il y a du mal-être. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut proposer. J'étais à une conférence sur le sport lundi à Cesson-Sévigné. Il faut proposer du sport aux jeunes et à toute la population. Vous pensez qu'une proposition, Le une sport, activité ça permet physique de ou lutter. culturelle peut lutter contre Exactement. la consommation Ça de va drogue? y contribuer. Oui, c'est Ça va y contribuer parce que ça permet de réduire le stress et l'anxiété. C'est très important. Enfin, il y a des Vous enjeux avez- financiers, il y a des enjeux C'est une économiques position. derrière. Il y a des enjeux financiers. Enfin, faire Oui, du mais sport, il y ce a- ne sera il y a pas... peut-être une grande question c'est dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Je Je me permets juste un instant, mais Bien sûr. il y a des territoires qui se sont prononcés pour pouvoir expérimenter des mesures de dépénalisation ou de légalisation de certaines drogues aujourd'hui en circulation qui sont très consommées. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a, enfin, j'observe qu'aujourd'hui, on a des réglementations européennes parmi les plus strictes, avec en même temps un niveau de consommation qui est parmi les plus élevés. Et donc, qu'on puisse regarder des choses, tester des solutions, et en juger ensuite sur les résultats, s'il faut les généraliser ou pas, me semble être Bérénice, une tendance qu'il faudrait Bérénice pouvoir, Vanek, regarder. la dépénalisation, c'est quelle- Effectivement, vous êtes avec le Front populaire de gauche, avec le NPA, qui est effectivement pour la légalisation du cannabis, Monsieur Poutou. Nous sommes contre Là, la c'est légalisation. une caricature. Je termine. Nous sommes contre la légalisation du cannabis. Parce qu'effectivement, le THC est très mauvais pour le cerveau, même à J'ai pas dit ça, hein, même c'est à- mauvais, en tout mais- cas. laissez-moi terminer, merci beaucoup. Même à petite dose. Et on sait très bien que si on légalise le cannabis, les dealers qui ont besoin de cet argent facile et de gagner beaucoup d'argent, iront dans les drogues encore plus dures, ce qui sera encore plus dangereux. Et je dis aussi que les jeunes qui sont dans la rue, qui sont de plus en plus jeunes dans la délinquance par rapport à la drogue, les jeunes choufs, comme on les appelle, les jeunes guetteurs, nous prévoyons aussi de renforcer, vous allez voir pourquoi je veux dire ça, l'apprentissage avec un collège modulaire. C'est beaucoup des jeunes qui sont en échec scolaire, qui traînent dans la rue et qui n'ont pas d'activité. Effectivement, ce mal-être, le mal-être de la jeunesse qui est de plus en plus dans la délinquance de la drogue. Christophe de Courcelles, vous avez l'air de hocher la tête. Vous partagez toutes ces idées du Rassemblement national Je ne partage pas les idées du Rassemblement national, je partage les idées qui ont été données là, ici, à l'instant, sur la drogue. Et je rajouterais qu'au niveau du cannabis, moi j'ai vu un jeune, quand j'étais en hôpital psychiatrique, quand j'ai amené une personne à un hôpital psychiatrique, qui était atteinte de schizophrénie. Et la raison, c'est la consommation de cannabis. Qu'est-ce Bien que, même, Bérénice Vanek, qu'est-ce que vous attendez comme réponse pénale pour lutter contre le trafic de drogue? Alors déjà, effectivement, je rejoins M. de Courcelles. Nous avons beaucoup de avez plein de gendarmes, points communs. de militaires, de policiers qui s'encartent au RN parce qu'ils sont complètement découragés, parce qu'effectivement, ils passent des jours, des heures, des mois à démanteler des trafics, à arrêter des criminels. Effectivement, la justice, le tandem Darmanin-Moretti, effectivement, la conséquence de la politique macroniste, qui n'est pas au rendez-vous. Puisque les délinquants sont souvent relâchés dès le lendemain. Nous avons de plus en plus de forces de l'ordre qui s'encartent. Nous voulons aussi que les forces de l'ordre soient respectées, ce qui ne va pas être le cas avec
populaire de gauche, parce que les commerçants de Rennes sont déjà en train de se barricader pour dimanche, parce qu'ils ont peur des émeutes extrême gauche où on va crier Bardella au feu. Moi, je voudrais quand même intervenir. On donne la parole à Laurence Maillard-Meignery. Ce qui peut sembler une fausse bonne idée. Les vendeurs de drogue, ils sont multicartes. Ils sont des vendeurs multicartes. Ils ne se contentent pas de vendre un petit peu de cannabis, un petit peu d'herbe. Ils vendent des drogues beaucoup plus dures. Donc l'idée de légaliser peut être une idée séduisante, notamment pour les jeunes, mais ça ne résoudra pas du tout l'intensité, l'importance du trafic de drogue et les montants qui sont associés. Moi, je trouve qu'il y a une mesure extrêmement intéressante qui est menée au collège Clotilde Vautier depuis environ 2 ans, où il y a un certain nombre de policiers qui sont détachés de la brigade spécialisée de Maurepas et qui interviennent dans le collège pour sensibiliser les jeunes, pas seulement sur la consommation de stupéfiants, mais aussi sur les enjeux de sécurité, de comportement républicain, de laïcité à l'école. Et je pense que ça, c'est un tout. Et quant aux moyens déployés, il y a un contrat de sécurité qui a été signé avec la ville de Rennes par l'État et qui prévoit le recrutement de policiers de façon importante, 40 ETP. Les moyens avec la loi de programmation de la justice, que d'ailleurs le RN n'a pas voté, qui prévoit le déploiement et le recrutement de magistrats de façon importante, c'était des annonces concrètes et ça va arriver. Il y a la lenteur de la justice et moi je veux dire que la justice fait son travail et qu'on ne peut pas rentrer dans l'idée que toutes les peines, ça serait les peines planchées. Il y a la proportionnalité des peines qui doit être respectée. La justice le fait, les magistrats y veillent. Je vous propose qu'on poursuive sur le deuxième thème. Je voudrais juste de rajouter une chose, vraiment, très brièvement. Une minute, très brièvement, c'est promis. L'expulsion également de délinquants étrangers et la suppression des allocations familiales pour les familles des missionnaires dont les enfants sont des délinquants juvéniles multirécidivistes. Alors là, je me permets d'intervenir parce que là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de familles, des femmes qui élèvent seules leurs enfants, parfois plusieurs, qui sont dans la misère. Et vous avez bien raison. Et vous n'avez pas, c'est pas le moment de leur enlever les allocations familiales. Je suis désolé. Bon, voilà. Merci pour Monsieur de Courcelles pour cette précision. Nous passons tout de suite à la deuxième partie de ce débat, un thème cruellement d'actualité qui concerne votre circonscription puisque vous avez le campus de Villejean et de Beaulieu. C'est la question du logement étudiant. 73 000 étudiants à Rennes et cette fin de juin, c'est évidemment un moment crucial. Parcoursup, les premiers résultats sont tombés, les résultats du bac sont attendus le 8 juillet et cette année encore, ça promet d'être compliqué comme l'an dernier au niveau de ce logement. Écoutez les propos recueillis lors de au mois de septembre, au moment de la dernière rentrée universitaire, à l'occasion d'une manifestation. J'ai plus de la moitié des gens de ma classe, en tout cas, qui n'ont pas de logement pour cette année, qui sont obligés de faire du train tous les jours pour pouvoir venir en cours. Ça va être infernal pendant la période de stage parce que nos stages peuvent commencer à 6h30 du matin. Ça fait des années qu'on sait que les étudiants qui viennent du baby-boom des années 2000, ils vont arriver à cette période-là et pourtant on n'a rien fait pour régler le problème. Donc il y a un manque d'anticipation évident et aujourd'hui on voit que le problème il est là, on ne peut plus le régler immédiatement parce qu'on ne peut pas construire des logements en 2 jours et donc le problème il est là et maintenant il faut faire de l'urgence quoi. Voilà, la pénurie, c'est le constat et ce chiffre issu d'une étude des résidences étudiantes Les Belles Années. Il y aurait une offre de logement pour 104 demandes à Rennes. Tristan Lahaye, vous êtes vice-président à Rennes Métropole en charge notamment de la vie étudiante. Alors qu'est-ce que vous proposez à ces étudiants qui, pour certains, à la rentrée dernière, logeaient au camping, dans des tentes, dans des conditions de précarité incroyables? La situation des jeunes et des étudiants singulièrement est très précaire effectivement depuis plusieurs années. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de ce déclassement de la jeunesse. Ça se traduit par effectivement des files d'attente aux distributions alimentaires et c'est franchement indigne de la puissance économique et sur la question du logement, de l'État que nous sommes. Le logement relève de la compétence de l'État via les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour ce qui concerne le logement étudiant. Ça fait des dizaines d'années qu'on a des reculs. Des moindres constructions de logements. Il faut construire du logement. Il faut construire du logement social étudiant. Et puis, il faut réparer la filière du logement en France, qui a été franchement fragilisée depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, au travers la baisse des APL compensée par les budgets des bailleurs sociaux qui se sont vus gréver leur capacité d'investissement et qui font qu'aujourd'hui, on a moins de logements sociaux qu'on devrait en avoir. Et d'une manière générale, par l'ensemble des acteurs du logement, considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas la réponse adaptée, que l'État n'est pas à la hauteur de la situation de crise du logement,
qui fait qu'à toutes les étapes, qu'il s'agisse du logement étudiant, de l'hébergement il manque des logements prioritaire, mais aussi de l'accession sociale à la propriété, à toutes les étapes de la chaîne du logement, on a aujourd'hui des fragilités qui sont catastrophiques, qui font le président Macron, une bombe sociale dans ce pays. Laurence Maillard-Méniery, le président Macron l'a reconnu la semaine dernière dans sa conférence de presse sur l'accès au logement des jeunes, on n'a pas été assez vite. On avait promis 60 000 logements, il y en a à peine 30 000. Il y a vraiment une question très rennaise d'accueil des étudiants, où il y a toujours eu beaucoup d'étudiants à Rennes, et des écoles privées qui attirent encore plus d'étudiants. Donc avant, on avait les campus qui attiraient beaucoup de monde. Moi, je constate quand même qu'il y a eu sur le campus de Beaulieu des logements étudiants qui ont été à la fois construits et rénovés. Et pourquoi ça n'avance pas ? Ça va pas assez vite parce qu'il y a une attente et une attractivité de la place de Rennes qui est très, très importante. Après, on a créé la garantie Visale, il y a les aides à la pierre. Donc la ville de Rennes pourrait construire, mais bon, visiblement, c'est toujours la faute de l'État. Mais il y a aussi la garantie Visale qui a permis aux étudiants d'avoir des garanties quand ils n'ont pas de garant. Exactement, quand ils n'ont pas les ressources, ou les familles sont des familles modestes. Il y a aussi un peu le système D des étudiants qui font de la colocation, mais clairement, on manque de logement. Donc est-ce qu'on peut demander aux étudiants même de sortir un peu du périmètre de la ville de Rennes, qui devient en saturation de logement ? Je pense qu'on a aussi construit des logements étudiants. En tendance de cette jeune fille, 1 heure de train, on reste chez les parents. Et c'est encore pire quand la ligne B ne fonctionne pas. Donc les trajets sont sur Beaulieu. On a bien vu à quel point c'était une difficulté. Sincèrement, il faut qu'on se mette tous autour de la table. Et c'est pas dire la faute de l'État, la faute d'un tel. Il faut qu'on se mette autour de la table et trouver des solutions, parce que Rennes attire de plus en plus de jeunes étudiants et qui ont besoin. Et on a vu sur la rénovation urbaine à Maurepas qu'il y a des logements étudiants qui sont construits, qui ont été aménagés dans les tours. Et ça, c'est vraiment une expérimentation qui est très intéressante. Christophe de Courcelles, comment on aide ? Alors, je pense que là, ce sont des discours généraux. Je pense qu'il faut rentrer dans le concret. Aujourd'hui, si vous voulez, la réglementation sur les passoires thermiques, c'est 28 000 logements en moins sur Rennes. Donc à partir de 2025, les passoires thermiques, ceux qui sont notés déjà commencé. En G, à partir G+. G, c'est à partir de 2025. C'est des logements qui ne peuvent plus être loués si ça reste une passoire thermique. Et Christophe de Courcelles, ça veut dire que vous voulez remettre sur le marché. Vous voulez remettre sur le marché. Vous voulez remettre sur le marché, Christophe de Courcelles, les logements assouplir cette loi, parce que la priorité, c'est de loger les étudiants. Quelles que soient les conditions. C'est pas quelles que soient les conditions. Il y a des conditions qui sont insalubres, et ça, c'est inacceptable. Mais quand c'est des passoires thermiques, c'est un petit peu différent. D'accord ? Je pense que la priorité, c'est de loger les étudiants. Deuxièmement, il faut aussi faciliter un peu plus les bails. Donc, il faut faciliter la propriété, que les gens puissent investir dans des logements, de manière à ce qu'ils puissent les mettre à disposition des étudiants. Béatrice Vanek ? Bérénice, pardon, j'ai pris de m'excuser. Bérénice Vanek, sur cette question justement des logements de passoires thermiques, on les remet sur le marché à partir de janvier 2025, on repousse en tout cas l'interdiction de leur location ? Effectivement, on abroge, M. Bardella souhaite abroger la loi climat et résilience, pas la loi climat et résilience, mais abroger la loi qui dit que les logements au 1er janvier 2005 qui sont de catégorie DPEG soient enlevés de la location. Donc ça, c'est effectivement, on abroge. J'entends que vous dites effectivement ce sont des passoires thermiques. Donc grosse facture. Électricité. Mais ce qu'il faut, c'est aider les propriétaires à faire décemment leurs travaux en simplifiant les dispositifs de rénovation énergétique. Ma prime rénov', c'est vraiment une usine à gaz. Il faut avoir fait l'ENA, Polytechnique pour... écoutez-moi, madame la députée, j'ai vu des personnes chez moi qui sont... conseillers juridiques, qui sont secrétaires administratifs, qui mettent 4 mois à faire leur dossier de prime rénov pour l'isolation des combles, pour les fenêtres. C'est vraiment très compliqué. Donc simplifier complètement cette mesure-là. Et par ailleurs, moi je dirais aussi qu'il faut simplifier l'accès aux allocations logement pour les étudiants, parce que c'est pareil, quand on passe d'un département à un autre, moi j'ai le cas de mes enfants, ils ont mis 1 an à ce que leur dossier soit passé d'un département. Parlons-en des aides pour les étudiants. Oui, justement. alors ça tombe.
enfin, c'est vraiment un projet que nous portons et je pense qu'on est à peu près les seuls à le porter, c'est le versement à la source. Donc effectivement, ce que vous soulevez, madame, comme difficulté aussi à changer de territoire et redemander des aides à la CAF et des APL entre autres, c'est le versement à la source qui va se mettre en place d'ici le milieu de l'année 2025. Aujourd'hui, Ça, c'est 60% concret, du budget et ça étudiant est aide. consacré au logement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une aide. Bérénice Vanac, Tristan Lahaye disait tout à l'heure qu'il y avait un sentiment de déclassement des jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est pour cette raison que certains jeunes se sont tournés vers le Rassemblement national? Un sentiment de déclassement par rapport à leur pouvoir d'achat? Par rapport à leur situation dans la société, peut-être leur précarité, leurs difficultés au quotidien? Non, je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de vivre dans un espace tranquille, sans insécurité, avec un respect de l'ordre, avec une possibilité d'avoir du travail, avoir aussi une école, une éducation qui sont de bonne nature. Comme tout le monde. Oui, tout à fait. Au niveau des aides, qu'est-ce qu'on fait pour les étudiants? On a une proposition qui est de donner une allocation d'autonomie, un revenu pour les jeunes étudiants, qui leur permettent de vivre dignement et de se consacrer à leurs études. Je crois que c'est aussi un pari, un vrai investissement d'avenir pour la France que de faire le pari de sa jeunesse, le pari de sa formation. On a décroché dans les classements mondiaux et européens sur le niveau de formation supérieur de nos jeunes. D'ailleurs, je dis formation supérieure, mais c'est aussi applicable à un certain nombre de professions, de préparation à des professions techniques ou manuelles, de l'artisanat ou autres, qui sont absolument décisives dans tous les enjeux que nous partageons aujourd'hui de transition. Et donc voilà, je constate qu'aujourd'hui, il y a un écart entre cette ambition-là et les moyens qui sont donnés à la jeunesse, et qu'on a plein de capacités à financer ce type de mesures. Alors, cette mesure, moi, je crois qu'il faut rester dans le cadre d'une justice sociale, d'une équité, si je puis dire, parce qu'il existe toujours les aides, bien sûr, de l'État pour les boursiers, et je crois que c'est très important. On a augmenté le niveau des bourses, fait bouger les seuils pour que les boursiers puissent bénéficier. Ils ont tout un tas d'aides qui leur sont proposées, jusqu'à une aide médicale, une aide psychologique et des logements. Il faut quand même bien considérer que le repas à 1 euro pour tous les jeunes boursiers étudiants, c'est quand même une mesure que nous avons créée, que beaucoup d'entre vous n'ont pas votée. Et je pense que la justice, c'est d'aider ceux qui en ont le plus besoin, et certainement pas d'aider... moi, ma fille qui est étudiante à Rennes, elle n'a pas besoin d'un repas à 1 euro, elle n'a pas besoin d'une allocation. Oui, il faut cibler les aides, encore une fois, pour ceux qui en ont le plus besoin, et je pense que les bourses jouent leur rôle à cet égard, et je crois qu'il faut continuer à aider les jeunes qui sont dans la précarité, dont les familles sont modestes, avant toute chose. Et si vous permettez, aujourd'hui, l'État aide davantage les familles les plus favorisées par un mécanisme qui s'appelle la demi-part fiscale, qui fait qu'on aide d'autant plus les familles qui ont payé beaucoup d'impôts, et donc qui sont, dont la feuille d'impôt est d'autant plus diminuée, parce qu'elles ont des enfants dans l'enseignement supérieur. Et nous, dans le programme que nous formulons du Front populaire, on propose notamment de pouvoir revenir sur cette demi-part fiscale pour la réinjecter dans un revenu universel à l'ensemble des jeunes. Béatrice Vanac, on va donner la parole à Béatrice Vanac pour le Rassemblement national. Vous êtes favorable à une aide pour les étudiants, mais en mettant en place une préférence nationale? Il y a en gros 7000 étudiants étrangers sur Rennes, 10%. Alors oui, effectivement. Et moi, ce que je dirais d'abord, c'est qu'il y a aussi des jeunes sans-papiers qui sont logés dans des endroits complètement rénovés, comme la caserne Godillot. Non, pas du tout. Vous me présenterez ces endroits parfaitement rénovés où vivent plein de sans-papiers. Au contraire, alors que des jeunes, ils ont des vies extrêmement dans leur voiture, monsieur Lahaye. La guerre, souvent la misère, et aujourd'hui, ils sont dans des conditions d'accueil qui sont souvent indignes. Ils ne dorment pas dans leur voiture. Ils ne dorment pas dans leur voiture. En tout cas, ils Là, on ne parle pas des étudiants. C'est des mineurs dont vous parlez. On ne parle pas des étudiants. C'est des mineurs isolés, exactement. C'est pas des étudiants. Je voudrais rajouter, tout à l'heure, on a dit, par exemple, les logements passoires thermiques, c'est des grosses factures d'électricité. Sauf que vous les payez moins cher, vous les louez moins cher, les logements. Donc, du coup, ça ne coûte pas plus cher pour les étudiants. Moi, j'ai des étudiants, je suis concerné parce que j'ai des enfants. Ils ont loué des logements où, en effet, qui étaient très mal isolés. On avait en effet un peu plus d'électricité à payer, mais sauf qu'on payait un loyer beaucoup moins cher. D'autre part, je souhaite développer les alternatives au logement classique. C'est-à-dire, par exemple, il existe une association Maison
maisons en ville, à Rennes. Voilà, où vous pouvez Ça, Rennes aller Métropole, habiter c'est chez ça. les habitants. Voilà, Rennes ça Métropole c'est très bien. soutient. Ça c'est très bien. Je vais vous permettre de vous interrompre. C'est de permettre Il va à vous chaque rester- personne de rompre l'isolement d'étudiants il et va de vous rester rompre 30 secondes. l'isolement des personnes qui prennent les étudiants. Voilà, avant de refermer, merci beaucoup pour cet élément. Avant de refermer ce débat, je vous confie 30 secondes à chacun pour vous adresser directement aux électeurs et leur partager l'idée que vous allez leur dire pourquoi voter pour vous. Christophe de Courcelles pour commencer. Alors, moi, je voudrais dire que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, M. Macron n'a cessé d'affaiblir les partis républicains de la droite et de la gauche. Il a fini par cette dissolution précipitée qui empêche certains candidats de se présenter, d'ailleurs, au passage. Je veux aussi saluer la campagne pendant les européennes de M. Glucksmann et de M. Bellamy, qui sont des hommes de conviction, qui sont des hommes sérieux, qui ont défendu leurs idées. Et voilà, je dis que je souhaite parler aux électeurs, les électeurs qui partagent les valeurs de responsabilité, de liberté et de dignité, de nous rejoindre. Madame... Oui, Madame Maillard-Meignery. Ah oui. Écoutez, moi, je souhaite dire que c'était de toute façon un honneur, un plaisir de servir cette circonscription. De continuer à le faire, ce serait à nouveau un honneur si les électeurs me font confiance. Je suis une élue de terrain, je connais bien ce territoire. J'ai toujours été au service des habitants qui en faisaient la demande. Voilà, j'incarne un centre modéré, constructif, et on veut et on souhaite créer ces alliances et avoir une majorité pour gouverner, sortir du chaos dans lequel on est, et de dénoncer aussi les alliances de circonstances que certains partis ont pu faire. Nous, on reste le centre, on reste solide, on reste constant dans nos engagements. Bérénice Vanek pour le Rassemblement national. Oui, je voulais dire que, bien entendu, je ne serai pas la députée du Rassemblement national et des électeurs, bien sûr, oui, mais pas des électeurs du Rassemblement national, mais la députée de tous les Français et les Françaises. C'est une chose très importante. J'ai une personne également qui aime les gens en général. Et je voulais rappeler les 3 priorités de M. Bardella s'il arrive à Matignon. Le pouvoir d'achat avec la baisse de la TVA sur les énergies de 20 à 5,5. Lutter contre l'insécurité, lutter contre l'immigration. On en a parlé. Merci beaucoup. Tristan Lahaye pour conclure. Très rapidement dire que l'heure est grave, que la République est menacée par la progression du Rassemblement national, que Emmanuel Macron et sa majorité s'étaient prétendu barrage à cette menace, qu'ils sont aujourd'hui les accélérateurs de cette extrême droite, et que notre candidature, le Front populaire, est finalement le projet qui peut empêcher l'extrême droite de gagner ces élections, parce qu'il répond aux urgences, aux incendies aujourd'hui présents dans la société française. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je rappelle que dans cette circonscription, 2 autres candidats se présentent. Florence de France, lutte ouvrière, Olivier Anne, qui est un candidat sans étiquette. Merci beaucoup Laetitia. Nous laissons place à Robin Durand et Valérie Lenigène qui vont mener le dernier débat de cette soirée consacrée à la circonscription de Lorient-Groix.